Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рада приветствовать вас сегодня здесь. Но, к сожалению, начнем мы совсем не так, как планировали. Но, наверное, начать по-другому просто. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être là. Nous allons commencer par une triste nouvelle. Hier, Monsieur le Président de la Tanzanie, Son Excellence Monsieur Ngufule, est décédé à l'âge de 61 ans. Je vous prie d'observer une minute de silence en la mémoire du leader, du feu leader tanzanien, John Magufuli. Merci. Deux mots sur le président Magufuli. C'était une grande personnalité qui a notamment introduit l'éducation gratuite à l'école secondaire, parce qu'avant sa réforme, uniquement l'école primaire était gratuite en Tanzanie. Nous allons inaugurer donc notre session plénière, la première visioconférence Moscou-Afrique 2021, la première visioconférence, parce qu'en fait, nous inaugurons aujourd'hui un cycle annuel d'événements qui consistera en une analyse profonde, intégrale des possibilités que nous avons et qui nous offre de nouvelles perspectives de relations entre Moscou et l'Afrique, ou plus précisément les pays qui sont au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne. Cette remarque est très importante pour nous et je vous demanderai de bien noter, ce phénomène. On est aujourd'hui là pour parler des relations entre Moscou et l'Afrique subsaharienne. Nous allons évaluer le potentiel de Moscou sur les marchés africains. Quel est le potentiel des entreprises moscovites? Quelle est la différence entre les entreprises moscovites et les entreprises des autres régions russes? Et puis, nous allons voir quel est le potentiel de notre coopération. L'événement d'aujourd'hui est donc consacré à la coopération dans le domaine industriel et dans le domaine des investissements. Coopération entre Moscou et l'Afrique subsaharienne. Encore un élément technique qui est important pour nous aujourd'hui. Nous sommes en format un peu hybride, mais au cours de la pandémie, tout le monde est habitué à ce nouveau format. Certains intervenants sont avec nous aujourd'hui, d'autres ne seront que sur l'écran, mais nous sommes dans les conditions d'une session interactive. Nous allons projeter sur les écrans le code QR. Si vous êtes en ligne, vous avez certainement également sur vos écrans. Pointez votre portable sur ce code QR et vous serez redirigé vers notre espace de communication unique, à savoir un chat WhatsApp où vous pouvez poser vos questions. Je vais bien sûr organiser une session de questions-réponses rapides. Je vais lire vos questions. Vous pouvez écrire vos questions en russe ou en anglais. Et je vais soit introduire ces questions dans le tissu logique de notre discussion, soit nous allons les lire et y répondre à la fin de notre session. Voilà pour les questions techniques. Quelques éléments maintenant, quelques chiffres très basiques, mais qui seront importants pour nous pour comprendre de quoi il s'agit, parce que nos intervenants vont se référer à ces chiffres. Voilà quels sont les chiffres en question. Sur toutes les régions russes, en parlant des exportations en dehors des matières premières,
Alors, si on parle des exportations hors matières premières vers l'Afrique, Moscou est la région leader en Russie. C'est le premier élément. Et puis, 2020, nous savons que c'est une année très difficile. Malgré toutes ces difficultés, Moscou a renforcé, a consolidé ses positions et a pu augmenter ses exportations vers l'Afrique. C'est pour moi une surprise, c'était pour moi une surprise, mais nous allons bien sûr essayer de comprendre quelles sont les causes de ce phénomène. Pourquoi est-ce que l'Afrique est tellement importante pour nous? Parce que la consommation augmente rapidement, les tendances sont très positives en Afrique. Vous avez 1,5 milliard de personnes en Afrique. On veut comparer à la Chine. On ne va pas comparer. On peut juste dire que ce marché est, sur le plan des chiffres, est comparable à notre partenaire, grand partenaire qu'est la Chine. Alors, en parlant de l'Afrique subsaharienne, 6 pays sur 10 au monde qui aujourd'hui démontrent une croissance la plus rapide du PIB sont en Afrique subsaharienne. Et puis, un autre élément qui, si vous voulez, finalise un peu l'intérêt qui était à la base de l'idée d'organiser cette visioconférence. Pour ce faire, je vais parler non pas de Moscou, mais de Russie. Et voilà pourquoi. Si l'on regarde notre chiffre d'affaires global, il y a surtout 4 pays qui sont les leaders, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Bon, les 4 pays africains qui totalisent jusqu'à 60% du chiffre d'affaires. Et si on rajoutait encore l'Afrique du Sud, mais on ne va pas rajouter l'Afrique du Sud n'est pas quand même dans l'Afrique du Nord. Alors Tunisie, Égypte, Maroc et Algérie. C'est le nord de l'Afrique. On comprend bien que tous les pays qui sont au sud, qui sont pays subsahariens, espèrent faire partie un jour de nos partenaires, mais qui ne le sont pas encore. Que faire pour modifier ce bilan très disproportionné? Voilà le grand sujet de notre discussion. Anna, je vous donnerai la parole maintenant. Sur le plan du potentiel, il faut bien sûr dire que ce continent est en train de créer une zone franche et on n'utilise pas encore ce potentiel. Alors Anna Kuzmenko, vice-directrice du département pour l'investissement et la politique industrielle de la ville de Moscou. Bonjour, merci d'être avec nous. L'Afrique, pour nous, c'est l'une des directions les plus importantes pour augmenter les exportations russes. Depuis 15 ans, les pays africains ont fait preuve d'une énorme croissance de l'économie, 4%, 5%. Dans certains pays, la croissance du PIB était de 6 à 8% par an, ce qui est un chiffre plus important que dans certains pays asiatiques. D'ici 30 ans, selon le pronostic des spécialistes, les pays de l'Afrique, du point de vue de leur potentiel économique, pourront croître d'une manière impressionnante. Ils pourront décupler leur PIB et leur PIB global sera de 29 trillions, 29 000 milliards de dollars USA. C'est un potentiel énorme. Tatiana, vous venez d'évoquer la zone franche en Afrique. Ce sera certainement un moteur pour le développement de la région. Ceci va contribuer au commerce à l'intérieur du continent, mais également à la croissance de la demande à l'horizon 2030. Cette région deviendra certainement
une zone franche, une zone de commerce libre la plus grande au monde, ce qui constituera une impulsion très importante pour les relations avec la Russie, avec Moscou notamment. Je crois qu'il y aura des chances de développer le commerce, surtout pour les industries qui sont très développées à Moscou, chimie, transport, électronique, optique, des produits et des industries qui exportent beaucoup dans le cadre des exportations dites hors matières premières. En 2020, la ville de Moscou a fortement augmenté ses exportations vers les pays africains et nous allons certainement observer une sorte de progression géométrique dans ce sens. Tatiana, vous avez été surprise par le fait qu'au cours de la pandémie, l'année 2020, année de la pandémie, les fabricants moscovites, les entreprises moscovites ont pu augmenter leurs exportations. Ce n'est pas un hasard parce que nos exportateurs ont pu modifier leurs activités compte tenu des réalités nouvelles. Ils n'ont pas arrêté leurs activités industrielles. Le gouvernement de la ville de Moscou a aidé de nombreuses entreprises. Cette aide était ponctuelle, était ciblée. Elle visait surtout les entreprises qui exportent. Et bien sûr, je tiens à souligner que notre centre Mosprom, centre pour le développement des exportations au sein du gouvernement de la ville de Moscou, peut aider les entreprises. J'invite les exportateurs débutants, mais aussi les exportateurs expérimentés à utiliser les services du centre Mosprom. Comment dépasser les limites, les barrières administratives? Comment établir les relations? Comment s'inscrire dans les chaînes de coopération internationale? Autant de questions qui font l'objet d'activités du centre Mosprom. Le développement économique de Moscou, c'est le développement multiplié par un professionnalisme et je tiens à inviter nos partenaires étrangers à coopérer. Bien sûr, merci. Les exportateurs moscovites ont effectivement très bien travaillé l'année dernière. Plus 7% d'exportation, n'est-ce pas? Oui, vers l'Afrique, oui, tout à fait. Tout à fait. Exportation vers l'Afrique. Les exportations ont ainsi augmenté pour s'élever à 2,4 milliards de dollars. Exportation moscovite vers l'Afrique. Anna Kuzmenko nous a parlé des chiffres très concrets, même si la question était un peu floue. Ma question était un peu floue. Je voudrais donner la parole à M. Souren Vardanyan. Vous venez de citer un fait, vous venez de dire l'Afrique, ce n'est pas juste un territoire pour vendre les produits russes, c'est une région propice à développer une coopération industrielle. Qu'est-ce que vous entendez sous ce terme de coopération industrielle? Quel type de coopération sont à développer dans les relations Russie-Afrique, Moscou-Afrique? Merci de m'avoir donné la parole. Merci à tous ceux qui sont présents à ce premier forum. Notre chambre de commerce et d'industrie de Moscou a travaillé avec Mosprom, avec le gouvernement de Moscou pour organiser ce forum et c'est une coopération très forte, l'exemple d'une coopération très forte entre les autorités et les associations et les industriels. Eh bien, le travail de nos experts, de nos commissions régionales nous démontre qu'effectivement la richesse naturelle de
des pays africains, un grand bond industriel dans ce pays. L'intérêt pour ce continent de la part de nos concurrents à l'échelle internationale, tout ceci confirme une idée. La Russie doit y être. Nous avons une place en Afrique parce que je pense justement aux anciens étudiants des universités soviétiques, des universités russes, qui adoptent une position très amicale envers la Russie, qui comprennent la mentalité russe dans le cadre de l'université RUDN, Université des Amitiés des Peuples. Cette université coopère énormément dans ce domaine. Notre président, M. Vladimir Platonov, travaille beaucoup dans ce domaine. Moscou possède des technologies à haute valeur ajoutée, des technologies qui aujourd'hui sont très demandées dans le domaine de l'informatique. L'Afrique a fait un énorme bond. L'Afrique a, qui n'était pas la région de l'informatique à l'époque des ordinateurs de bureau, aujourd'hui se développe énormément. Elle a fait ce bond et l'Afrique se développe au niveau d'Internet mobile, au niveau des smartphones. Ensuite, Mikhail va encore en parler. La coopération industrielle passe par la mise en œuvre des solutions technologiques, des solutions industrielles au niveau justement de la santé. La Russie vient de démontrer que au niveau des produits pharmaceutiques, au niveau des appareils à destination médicale, Moscou est une région forte dans nos zones d'activité industrielle, dans nos pôles de compétitivité. Des produits à haute valeur ajoutée sont fabriqués. Mosprom accompagne les entreprises dans ce domaine. Nos entreprises, les PME, justement, sont prêts à accompagner les solutions qu'elles proposent. L'Afrique est un marché extraordinaire, à forte marginalité, à forte valeur ajoutée. Je ne parle pas en plus de l'agriculture. L'Afrique est un continent où tout pousse, où toutes les cultures agricoles poussent très bien. Et je crois que Moscou a de fortes chances dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur Souren Vardanyan. Lorsque nous sommes ensemble, j'ai omis, vous savez, de présenter monsieur Souren Vardanyan. Vous avez fait beaucoup de photos avant la session. Pour ceux qui nous regardent en ligne, je tiens à me corriger et de dire quand même que monsieur Souren Vardanyan est le vice-président de la Chambre de commerce et industrie de la ville de Moscou. Nous avons beaucoup parlé avec vous. Vous nous avez conseillé pour l'organisation de cet événement. Pour moi, c'était effectivement très important. Je me prépare beaucoup à des discussions pareilles. Mais votre aide, monsieur Vardanyan, était extrêmement précieuse pour voir de près de quoi on parle. Essayons d'établir la connexion avec nos intervenants en ligne. Je voudrais donner la parole à Madame Tax, Madame Stergomena Lorraine Tax, secrétaire exécutive de la communauté de développement d'Afrique australe. Votre Excellence, j'ai profondément étudié les nouvelles sur la communauté de développement de l'Afrique australe, qui est l'une des organisations de l'échelle sous-régionale les plus influentes en Afrique. Je voudrais citer quelques thèses que vous avez énoncées. Vous avez notamment dit, vous venez de dire, l'industrialisation est une priorité clé pour le bloc, malgré l'époque
de la Covid. Si on essaie de se tenir à cette thèse de base, qu'est-ce que ça donne pour la coopération entre la Russie et les pays de votre région, de votre organisation? Merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir commémoré le feu président tanzanien. Je suis d'origine tanzanienne. Le feu président tanzanien était un grand homme politique. Merci d'avoir eu une pensée au feu président Magufuli. Alors, à mon avis, j'ai 15 minutes pour parler, n'est-ce pas? Très bien. Très bien, merci. Permettez-moi de vous remercier d'abord. Est-ce que la communauté de développement de l'Afrique australe est une partie importante à cette discussion? Je ne veux pas me concentrer uniquement sur l'industrialisation, mais aussi sur les chances pour les investissements, les occasions d'investir en Afrique. Je ne vais pas uniquement parler de notre communauté. Notre communauté réunit plus de 10 pays. Je ne vais pas énumérer ces pays. Vous pouvez accéder à ces informations sur notre site web. Alors, pourquoi est-ce que l'industrialisation est un facteur clé pour le développement de notre continent? La communauté de développement de l'Afrique australe a créé une zone franche en 2008. Tous les pays de notre communauté, sauf l'Angola, participent à cette zone franche. Pourquoi est-ce que cette zone est tellement importante pour nous et pour nos investisseurs? La zone franche, c'est un énorme marché avec des dizaines de millions de personnes. Le PIB de cette région est énorme. La zone franche n'est pas la seule zone franche sur le continent africain. Il existe d'autres zones franches avec un PIB total de 625 milliards de dollars, ce qui est un marché énorme. Donc, si vous investissez en Afrique, surtout dans les pays de notre zone franche, c'est automatiquement un accès à un énorme marché. Il est important également de comprendre que notre population est très jeune, très active. Ceci est un élément clé pour le développement économique. Cette génération nouvelle participe au développement économique et effectivement, vous venez de le dire, les ressources naturelles sont riches dans notre pays, ce qui est surtout important pour ceux qui investissent dans le secteur agricole, pharmaceutique et autres secteurs connexes. Ces produits peuvent être vendus sur les marchés intérieurs et peuvent être exportés aussi. Pour que nos investisseurs puissent utiliser toutes les possibilités existantes, nous avons adopté tout un éventail d'initiatives. Nous avons adopté notamment un plan d'action qui prévoit une transformation technologique de la région. Ce plan d'action vise la période d'ici 2030 et prévoit le développement de la coopération avec le secteur privé local
et internationale. Notre stratégie, comme nous parlons de l'Afrique, notre stratégie est étroitement liée à l'agenda de l'Union africaine. Notre stratégie vise l'amélioration du niveau de l'industrialisation de nos pays, leur compétitivité, ainsi que l'utilisation de la géographie de nos pays en tant qu'un facteur de leur développement économique. Il est important de comprendre que si vous voulez organiser une transformation technologique et économique de tout un continent, nous avons besoin de partenaires. C'est pourquoi, pour nous, notre coopération avec Moscou est si importante. Nous voyons beaucoup de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. C'est le secteur des infrastructures, l'énergie. Ce sont les secteurs et les domaines où nous allons coopérer de manière la plus fructueuse possible. Il faut dire aussi que nous travaillons beaucoup sur l'intégration régionale. Notre région est en train de développer tout un réseau de chaînes d'approvisionnement dans le secteur de l'agriculture et dans d'autres domaines pour attirer des partenaires du secteur privé africain et international. Bien sûr, quand nous parlons de coopération, ce n'est pas seulement le domaine agricole. Nous voyons un potentiel gigantesque en ce qui concerne l'extraction de cuivre. C'est un marché colossal pour produire, par exemple, des tubes de cuivre et d'autres produits dans la fabrication desquels on utilise beaucoup ce métal. Nous considérons aussi que le domaine énergétique est très important pour notre coopération. Nous parlons de la production des batteries. L'Afrique est très riche en cobalt, qui est un élément chimique nécessaire pour la fabrication des batteries. Malgré le fait que les pays de la communauté de développement d'Afrique australe manquent une infrastructure nécessaire pour fabriquer eux-mêmes les batteries, nous avons les éléments nécessaires pour leur fabrication et nous sommes prêts à les proposer à nos partenaires. L'industrie minière se développe activement dans la région. Nous nous occupons de l'extraction de cuivre, de cobalt et d'autres ressources naturelles qui peuvent être utilisées dans le domaine de haute technologie. Les gisements existants seront très importants, auront une importance cruciale pour le développement de notre coopération. Et nous voyons aujourd'hui qu'il existe une demande élevée pour ces activités et nous pouvons offrir des ressources importantes. Nos projets dans ce domaine vont atteindre 1 milliard de dollars en 2030, nous pensons. 14% pour Congo, 11% pour Namibie, le même chiffre pour Zambie, je parle de l'extraction. Cela veut dire que dans l'avenir, l'Afrique va offrir au marché des pourcentages considérables si nous parlons de l'extraction des ressources naturelles.
Il faut souligner aussi que ce ne sont pas seulement les pays que j'ai cités qui participent activement dans l'extraction de cuivre, mais il y a aussi d'autres pays qui prennent part à ce processus. L'industrie minière est très attractive et ce n'est pas par hasard. J'ai déjà parlé de cuivre. Nous nous occupons de la production de l'or aussi, qui peut être utilisé pour la fabrication de joaillerie, par exemple. Il y a une autre possibilité d'investissement dans l'Afrique pour le secteur privé, c'est l'agriculture. Il est clair que les pays de la communauté de développement d'Afrique australe dépendent des matières premières qui sont fournies de l'étranger dans la région. Mais potentiellement, nous pouvons nous-mêmes produire les matières premières nécessaires et nous y voyons beaucoup de possibilités pour la coopération avec les investisseurs russes. Je parle de la fabrication de coton, de soja ou d'autres cultures, ou la production des pots aux animaux pour l'industrie. Mais malheureusement, notre agriculture manque d'investissement. Mais si nous avons des investissements nécessaires, nous pourrons garantir l'élévation et la croissance des cultures qui sont très intéressantes pour les exportations dans les pays africains. Nous devons travailler pour développer l'agriculture et la fabrication des semences nécessaires. Nous avons beaucoup de possibilités pour la coopération dans le domaine pharmaceutique. Je parle de la production des médicaments contre le paludisme, des appareils de diagnostic pour diagnostiquer le paludisme chez la population. Je parle aussi du travail pour fabriquer les médicaments et les appareils médicaux pour la lutte contre le Covid-19 et le coronavirus. Je parle bien sûr de l'industrialisation et des chaînes d'approvisionnement et cela ne limite pas nos possibilités. Nous sommes prêts à coopérer avec Moscou dans le domaine dont j'ai parlé, mais aussi dans d'autres domaines aussi. La communauté de développement d'Afrique centrale est intéressée à une coopération complexe et universelle, inclusive. Nous sommes prêts à coopérer pour moderniser les technologies qui existent aujourd'hui dans l'Afrique et pour moderniser les infrastructures. Nous serons ravis de coopérer avec la Russie et la ville de Moscou pour développer les compétences des personnels africains et pour développer les technologies que nous utilisons. À l'heure d'aujourd'hui, nous voyons que le volume du PIB qui vise le développement est assez bas, c'est quelques 12%, et cela crée des possibilités additionnelles pour les entreprises qui voudraient sortir sur le marché africain. Nous espérons que vers l'année 2030, il y aura beaucoup une plus grande partie de PIB va viser le développement de notre économie. La région du sud africain est une région stable, ce qui est très important pour l'attraction des investissements et pour le développement macroéconomique de la région. Bien sûr, nous avons besoin de développer les infrastructures et nous devons garantir la facilité d'organiser des affaires dans notre région et nous appelons les entreprises de la région de Moscou et de la ville de Moscou d'utiliser les possibilités dont j'ai parlé aujourd'hui en ce qui concerne la coopération avec la communauté de développement d'Afrique australe et le continent africain si nous parlons de l'échelle plus générale. N'oubliez pas que sur le territoire de notre communauté, il existe une zone franche qui donne des privilèges nécessaires aux investisseurs. Sur le territoire du continent africain, il existe encore d'autres zones franches
Et bien sûr, pour l'Afrique, l'industrialisation est très importante. Nous essayons toujours de nous développer dans les domaines qui nous aideront de créer des puissances pour la production, mais nous sommes prêts à travailler sur d'autres domaines et directions aussi. Merci beaucoup, Madame Tax. Nous avons regardé et écouté l'allocution de Madame Stergomena Laurentax, qui est secrétaire exécutive de la communauté de développement d'Afrique australe. Merci. Et maintenant, je voudrais vous demander de nous montrer l'image de Sergei Sergeyevich Nosov. Merci. Je vais commencer par une de vos citations, Sergei. C'est la phrase que vous avez évoquée lors du forum professionnel. Il faut éliminer les stéréotypes sur le continent africain qui nous disent que nous pouvons vendre sur le continent africain les produits qui ne sont pas meilleurs. Si nous prenons cette citation comme exemple, qu'en pensez-vous? Quels produits russes peuvent être demandés sur le marché africain et quels produits peuvent avoir du succès? Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais saluer les participants, chers participants de cette visioconférence Moscou-Afrique, chers collègues. Les questions posées est d'actualité. À presque chaque événement, nous discutons les niches, perspectives de coopération potentielle. Et durant ma présentation, je vais essayer de répondre à cette question. C'est une grande joie et une grande fierté pour moi de participer à l'événement d'aujourd'hui parce que nous soutenons toujours des initiatives pareilles. Nous disons et nous pensons que l'État et les cercles d'affaires doivent soutenir l'un l'autre et doivent avoir la même vision. Cela va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je pense que notre visioconférence d'aujourd'hui est d'actualité. On ne peut pas en douter. Premièrement, nous parlons des accords qui ont été signés ou conclus lors du forum à Sochi, le forum Russie-Afrique. Et je me rappelle notre rencontre avec Madame Tax. Je me suis rencontrée avec Madame Tax. C'était une rencontre aussi avec Monsieur Mantorov, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et il y a tout un éventail de domaines qui sont intéressants, qui représentent un intérêt mutuel. L'industrie russe peut donner beaucoup pour le développement du continent africain. Et je parle maintenant de domaines différents. À l'époque, nous avons coordonné les priorités dans le développement de coopération avec l'Afrique et Soren Vardanyan a déjà parlé du secteur des transports, de pharmaceutique, d'énergie et d'autres domaines. Nous parlons non pas seulement de livraison des produits russes, mais nous parlons des relations à long terme. Parce que oui, des stéréotypes liés à l'Afrique existent. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent juste sortir sur le marché avec leurs produits, gagner de l'argent et terminer la coopération. Mais nous parlons de projets de long terme avec les services après-vente pour nos produits, pour nos équipements. Nous parlons de l'aide à la formation des spécialistes, des experts africains. Des fois, nous parlons de la localisation de production et du transfert des technologies. Donc, bien sûr, nous parlons d'un travail commun pour améliorer la qualité des compétences. À Sochi, nous avons défini certains domaines prioritaires et bien sûr, le monde a changé durant cette période-là. La pandémie nous a demandé de corriger nos approches, de nouveaux défis, de nouvelles priorités ont apparu. Et il est évident maintenant, il n'est possible de surmonter les défis communs sans une coopération entre les États. Et dans
les domaines prioritaires, maintenant nous pouvons voir les domaines fixés à Sochi. Ce sont les technologies d'information et les télécommunications, c'est la médecine et la pharmaceutique, le transport et la logistique. En d'autres mots, notre agenda du Forum Russie-Afrique reflète parfaitement l'agenda le plus moderne, le plus contemporain. Je pense que cela prouve que notre évaluation de nos possibilités est adéquate et qu'il y a un intérêt envers ces domaines. Cette visioconférence avec Moscou est très intéressante, non pas seulement parce que Moscou est un centre technologique et industriel, mais nous avons des solutions nouvelles qui sont intégrées dans le domaine des services communaux, dans le domaine de l'éducation, de la formation. Moscou est un des leaders en ce qui concerne la digitalisation, la numérisation. On a cité plusieurs chiffres et plusieurs statistiques liées à la population de l'Afrique et moi je voudrais citer quelques chiffres aussi. Le niveau de l'urbanisation sur le continent africain a dépassé 40% et augmente avec chaque année. Dans l'Afrique subsaharienne, il y a presque 30 villes avec la population de plus d'1 million d'habitants. Bien sûr, nous sommes sûrs que pour l'Afrique, nos technologies urbanistes dont Moscou possède doivent être très intéressantes aussi. Un peu plus tard aujourd'hui, nos entreprises moscovites vont présenter leurs offres pour les partenaires africains et nous serons très ravis si les pays africains puissent apprendre plus de détails sur les entreprises moscovites et si dans l'avenir nous avons des projets perspectifs. Et nous espérons que les États africains vont soutenir la candidature de la ville de Moscou pour l'organisation de l'exposition universelle en 2030. Cette décision a déjà été annoncée et nous espérons que vous allez nous soutenir. Nous sommes sûrs que Moscou est un candidat de haut niveau qui pourra garantir une organisation de qualité d'un tel événement d'envergure. Nous visons un travail fructueux avec nos partenaires africains. Il faut prendre en compte aussi que l'année suivante, nous planifions d'organiser un deuxième sommet Russie-Afrique. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Nosov, malheureusement, nous n'avons pas entendu votre dernière phrase à cause des problèmes techniques. J'espère que vous m'entendez maintenant parce que je voudrais vous poser encore une question qui est étroitement liée avec ce que je vois. J'espère que Sergei Nosov m'entend. Cette question est liée au message dans notre chat. L'année passée, durant une réunion de l'AFROCOM, le comité de coordination pour la coopération économique avec les pays africains, lors de cette réunion, on a parlé du fait qu'il faut soutenir les entreprises qui s'occupent des exportations, qu'il faut avoir des privilèges, des allocations. Dans le chat, on écrit que les coûts de frais sont très considérables. Bien sûr, il faut le prendre en compte parce que les distances entre nos pays sont importantes. Est-ce qu'il y a des idées de subventions partielles pour ces domaines logistiques? Oui, c'est vrai que nous faisons beaucoup d'attention, notre gouvernement fait beaucoup d'attention dans le cadre du projet lié à la logistique pour soutenir nos exportateurs. Mais le soutien des exportateurs se fait en ne prenant pas en compte les régions des exportations. L'Afrique est pourtant une région très importante pour nous. Il n'y a pas de préférence exclusive pour subventionner les crédits pour ceux qui coopèrent avec l'Afrique. Mais nous essayons d'adapter nos approches à la coopération avec l'Afrique. Nous avons un mécanisme spécial. Nous avons déjà parlé d'une institution importante qu'est Afreximbank.
La Russie fait partie de cette institution depuis quelques années. Pratiquement tous les pays de l'Afrique sont représentés au sein d'Afreximbank et cette banque, elle peut aider à financer les projets conjoints. Nous sommes en train de créer un pôle de compétitivité russe industrielle en Égypte. Autant de points à financer par ces institutions. Je ne suis pas spécialiste du soutien gouvernemental pour les exportations, mais je sais que ces mécanismes, que ces leviers existent. Nous comprenons de toute façon que l'essentiel, c'est le profit, c'est le bien fondé du projet économique. Notre objectif, c'est de permettre aux partenaires russes et africains de trouver les points communs. Madame Anna Kuzmenko, oui, je veux rajouter par rapport à cette question, si l'on parle des méthodes de soutien financier, le gouvernement moscovite fournit des subventions pour la logistique, pour les frais de logistique. Je reviendrai vers vous avec cette question un peu plus tard. Je tiens à rappeler que nous venons d'écouter l'intervention de M. Sergei Nossov, directeur du département Asie-Afrique et Amérique latine au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie. J'ai déjà parlé de la coopération institutionnelle, et puis si on essaie de retrouver le fil rouge à partir de l'intervention de M. Sergei Nossov, il a dit on ne peut pas se permettre de fournir les produits de qualité médiocre. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, passons à une étape suivante. Il faut absolument être au niveau de win-win, au niveau des relations gagnant-gagnant. Et je dirais même gagnant-gagnant-gagnant. Le troisième gagnant, c'est par exemple l'environnement. Quelles sont d'autres variantes du point de vue institutionnel existent aujourd'hui entre Moscou et Afrique? Je viens de mentionner Afrocom, vous étiez à cet événement et vous avez dit que vous avez prévu d'organiser un travail de comité selon le principe secteur. Et vous avez mentionné les trois secteurs, énergie, agriculture et autres. Est-ce que des comités ponctuels, des comités spécialisés ont été créés déjà? Merci. Chers amis, à la différence de vous tous, je suis à Saint-Pétersbourg. Je représente le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe. Et donc, nous sommes en train d'organiser un événement à Saint-Pétersbourg. Nous venons d'inaugurer hier une nouvelle entreprise, une nouvelle usine d'Almaz Antey. Et nous avons été très surpris par leurs produits à destination médicale. Cette entreprise vient de lancer une collection d'appareils. Ils le font depuis 5 ou 6 ans. C'est vraiment l'équipement médical du 21e siècle au niveau des exigences de notre époque. Et je suis sûr que de tels équipements sont nécessaires également pour l'Afrique. Parce qu'en 30 ans, l'Afrique a fait des progrès extraordinaires dans son développement. Et bien sûr, l'Afrique attend des produits technologiques dans le domaine de l'informatique, des produits à destination médicale, des technologies pour l'agriculture. Nous possédons cette expérience. Nous avons en Russie ce secteur de haute technologie. Il faut que la rue soit à double sens, la route soit à double sens. Monsieur Sergei Nossov, qui dirige le département clé au sein du ministère
de l'industrie et du commerce. Il vient de dire que le ministère du Commerce et de l'Industrie organise un soutien national, un soutien public à ces activités. Tout ceci est vrai. Je tiens pourtant à souligner que nos partenaires et concurrents sont très actifs. Nos amis chinois notamment, les institutions européennes, les États-Unis sont très présents. L'Inde est également très présente. Tout le monde augmente la rapidité de et l'intensité de leur présence. Moscou a pu augmenter les exportations vers l'Afrique. C'est bien, mais il faut bien comprendre. Les statistiques générales sont en déclin pour Russie et Afrique. Je tiens à le souligner. Alors, il faut que non seulement les grandes entreprises russes stratégiques soient présentes en Afrique, mais il faut, Tatiana, je le ressouligne, il faut que les PMI, PME russes arrivent en Afrique. Il ne faut pas se limiter à travailler ponctuellement avec les très grandes entreprises. Il faut travailler avec les PME. Il faut rendre le crédit accessible. Il faut que soit accessible pour les PMI, PME. Le groupe Paretz, l'Exim Bank, les entreprises d'assurance, il faut qu'elles participent toutes à ces activités. Il faut que les taux soient préférentiels. Il faut que la direction Afrique se développe d'une manière particulièrement rapide, car la concurrence pour le marché africain devient colossale. Et il s'agit d'une concurrence à l'échelle géopolitique, si vous voulez. Je suis sûr donc que nous pourrons trouver un langage commun entre les ministères, le Parlement et d'autres acteurs pour assurer ce tournant, pour privilégier les relations Russie-Afrique dans le domaine économique. L'Afrique attend de notre part nos connaissances, nos expériences, nos compétences dans le domaine éducatif. Il faut bien sûr augmenter le nombre de bourses publiques pour les étudiants africains. Il faut que le nombre de ces bourses soit multiplié par 5 ou par 10. Il y a des centaines d'étudiants africains qui font leurs études, 1800 paraît-il, dans les universités russes. C'est trop peu. Il faut que Rossotrodnichestvo, l'agence russe pour la coopération, puisse augmenter en coopération avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la science. Il faut qu'il puisse augmenter le nombre de ces étudiants, car ces liens au niveau des relations humaines, des relations humanitaires, sont très importants pour le futur. Le rendement de cet investissement sera énorme. Ceci permettra à nos régions de déboucher sur le continent africain. C'est effectivement une route à double sens, ça doit être une route à double sens. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour développer la dimension régionale de l'économie russe dans les relations Russie-Afrique. Or, il y a quelques barrières contre les exportations russes qui existent dans certains pays africains. Il faut donc établir des relations entre le Parlement russe et les parlements africains pour éliminer ces barrières qui ne sont pas d'origine stratégique peut-être, mais qui existent au niveau des exportations des entreprises régionales. Ceci limite les possibilités de nos PME, de nos entreprises régionales en Afrique. Localiser la production, localiser les industries, développer les contacts, tout ceci se heurte malheureusement à des barrières, à des limites.
je suis sûr que ces limites sont très néfastes et on sous-évalue souvent l'importance de ces barrières. Il faut donc les éliminer. Il faut tout faire pour les éliminer. Attendons 10 petites secondes. Non. Très bien. Merci. Avançons. Nous venons d'entendre M. Igor Morozov, membre du Conseil de la Fédération, Chambre haute du Parlement russe, membre du Comité pour l'éducation et la science. Il est également président du Comité de coordination pour la coopération Russie-Afrique. Monsieur Igor Morozov va nous rejoindre une nouvelle fois, j'espère, au cours de cet événement. Oui, Monsieur Igor Morozov est de retour. Oui, vous avez encore une petite minute parce que nous n'avons pas pu entendre votre dernière phrase. Répétez-la, s'il vous plaît. Par contre, le son n'est pas là. Oui, si, très bien. Oui, je venais de dire que la route Russie-Afrique se doit d'être une route à double sens. Il faut approfondir notre coopération. Et lorsque nous allons nous réunir dans le cadre du sommet Forum d'affaires Russie-Afrique, je suis sûr que les accords de partenariat seront beaucoup plus nombreux par rapport à l'événement à Sochi il y a 1 an et demi. Là, c'était la preuve du fait que la Russie retourne en Afrique. J'espère que ceci aura une continuation. Merci beaucoup, Monsieur Igor Morozov. Effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie moscovite, d'autres instances organisent des événements, notamment la conférence Russie-Nigeria qui a eu lieu l'année dernière. Monsieur Adetokunbo, vous êtes président de l'Alliance nigériane du secteur privé. Le Nigeria est un pays africain très important, presque 400 millions d'habitants. Selon des pronostics, selon des prévisions, le Nigeria affichera une croissance de 7% par an. Et ceci permettra alors au Nigeria, à l'horizon 2050, de prendre place parmi les 10 plus grandes économies du monde. Revenons à ce forum Russie-Nigeria. Vous avez mentionné les 3 grandes directions de coopération Russie-Nigeria: agriculture, industrie d'extraction. On comprend bien que c'est l'industrie la plus active aujourd'hui, et les applications industrielles du gaz. Là, il s'agissait de Russie-Nigeria. Et si on a une vision plus régionale, si on cerne un peu l'industrie moscovite, est-ce que vous retrouvez des points de contact uniques entre Nigeria et Moscou? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis heureux de me joindre aux travaux de votre conférence et de pouvoir parler de coopération entre la ville de Moscou et le Nigeria. Je suis venu à Moscou il y a 2 ans. J'ai eu des contacts avec nos collègues de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou. Nous avons signé un mémorandum d'entente parce que je représentais à l'époque une structure parallèle, une structure homologue au Nigeria. Nous avons bien compris qu'il existait effectivement beaucoup de points de coopération possibles entre Nigeria et Moscou, entre Nigeria et région de Moscou. Depuis 2 ans, nous avons vu des confirmations multiples. Je suis venu en Russie à 3 reprises. J'avais maintenu des contacts permanents avec M. Vardanyan, avec Constantin, mais ce sont mes grands amis désormais. Je tiens à parler des possibilités de coopération, des zones économiques à statut spécial, des zones franches qui existent au Nigeria et du développement dans notre pays.
Depuis 2018, le gouvernement nigérian a prêté une attention particulière au développement des zones économiques spéciales, un statut spécial. Nombreux sont les pays pour lesquels cette problématique est d'actualité, surtout important pour les pays en voie de développement, pour les pays qui font le rattrapage économique. Ces zones franches deviennent des foyers de développement, si vous voulez, des clusters de développement. Ce sont des ports maritimes à statut spécial, des ports francs, des zones de développement de technologie médicale, etc. Notre gouvernement, le gouvernement nigérian, est attaché profondément à l'idée du développement économique dans notre pays à travers le partenariat avec les entreprises privées, notamment, qui sont prêtes à investir dans notre pays. Nous avons beaucoup de contacts à Moscou. Nous avons noté des partenariats possibles. Nous avons au Nigeria une agence spéciale pour les exportations, dont le nouveau directeur qui vient de prendre place certainement va intensifier ce travail. Il y a également un point de contact très fort entre les chambres de commerce et d'industrie en décembre 2018 notamment, où il faisait -20 notamment. Une délégation nigériane est arrivée à Moscou pour parler avec nos collègues de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Moscou. Nous sommes revenus en été 2019. La délégation officielle, conduite par le président nigérian, était là pendant le forum Russie-Afrique à Sochi en automne 2019. Vous comprenez bien que nos liens sont forts et que nous venons souvent dans votre pays et dans votre ville. Je tiens également à souligner que le Nigeria a adopté un plan de développement spécial il y a quelques années que nous sommes en train de mettre à l'œuvre. Nous sommes en train de créer des zones économiques spéciales. Des agences sont créées pour attirer les investissements vers ces zones spéciales. Nous développons également d'une manière intense le partenariat public-privé. Je tiens à souligner que les possibilités qui s'affichent aujourd'hui se basent sur les perspectives du développement de notre région, sur notre approche envers ce développement et sur les partenariats possibles ou déjà établis. Alors, en parlant des perspectives, en parlant de la vision mutuelle entre les pays, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La population de l'Afrique est maintenant 1,3 milliard de personnes. Notre PIB augmente et nous espérons que la croissance sera encore plus rapide dans l'avenir. Le Nigeria attire les investissements dans ces zones franches, les zones économiques spéciales avec succès. Et pour l'instant, les entreprises moscovites ne font pas part des investisseurs actifs. Et nous voudrions que les entreprises moscovites voient aujourd'hui quelles possibilités existent en Afrique et en Nigeria. Nous voudrions que la région moscovite devienne leader qui guiderait d'autres régions russes sur le chemin d'investissement dans l'Afrique et de présence active sur le continent africain. Malheureusement, il y a des problèmes techniques. Nous allons attendre quelques secondes parce que des fois, on peut dépanner et restaurer la connexion. Est-ce que nous avons la connexion maintenant? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui. Je voudrais vous demander de répéter votre dernière phrase parce que je pense que nous ne l'avons pas entendue malheureusement. Oui, bien sûr, je vais répéter. Excusez-moi pour ces problèmes techniques. Je disais que pour nos zones économiques spéciales, de tels secteurs comme l'agriculture, le développement de l'infrastructure, la production, avec l'utilisation de telles matières comme le plastique ou le bois, l'industrie minière sont très importantes. Il s'agit du fait que le Nigeria est très riche en ressources naturelles, mais les travaux miniers ne sont pas si actifs dans notre pays. Mais si nous avons l'équipement et les infrastructures nécessaires, je suis sûr que les mines vont fonctionner et vont doubler leurs efforts. Et si Moscou entre ce secteur-là de l'activité économique de Nigeria, tout le monde va gagner. Moscou, Russie, Afrique. Nous comprenons que aujourd'hui la situation se complique à cause de coronavirus, mais je pense que les entreprises russes doivent quand même entrer de manière active sur le marché de Nigeria, parce que c'est un pays qui a beaucoup de puissance économique en ce qui concerne la production, les richesses en ressources naturelles. Notre domaine pharmaceutique et technologique joue un rôle très important. Et bien sûr, l'éducation et la formation sera aussi un facteur de développement très intéressant pour l'Afrique. Moscou peut apporter beaucoup dans le développement de ce secteur. Et je ne peux pas oublier les télécommunications, qui est un autre secteur très important de notre économie que nous voudrions développer de manière active. Nous ne devons pas nous limiter seulement à la vente ou à l'achat des produits. Non, nous pouvons créer un partenariat plus étroit, plus profond. Bien sûr, il y a des défis au cours de ce trajet. Mais vous pouvez juste lire des articles sur Internet sur les efforts réalisés par Nigeria et par l'Afrique en général pour faciliter au maximum tous les processus et les procédures de la sortie vers le marché africain, les processus et les procédures des investissements dans le continent africain. Nous pouvons prendre l'exemple de la Chine. Ces 5 dernières années, ils ont pu atteindre des résultats incroyables. Mais si la Chine a pu le faire dans l'Afrique, je ne vois pas de raison pour que la Russie ne soit pas capable de la même chose. Nous pouvons créer des relations très profitables, très intéressantes pour les deux pays. Nous voudrions coopérer avec la Russie, avec la ville de Moscou en ce qui concerne la formation continue du personnel africain. C'est très important pour notre développement, pour notre partenariat futur. Vers 2050, d'après certains pronostics, la Nigeria deviendra un des pays les plus développés dans l'Afrique et au monde, parce que nous enregistrons une croissance considérable et c'est un très bon moment pour les entreprises moscovites et russes pour venir en Nigeria et pour développer notre coopération.
Je suis quelqu'un qui a été directement impliqué, moi personnellement, dans le développement des relations entre la ville de Moscou et la Nigeria. Je connais qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Bien sûr, le coronavirus a transformé la situation, a transformé la donne, mais ce n'est pas la raison pour arrêter la coopération fructueuse que nous avons entamée. Il est temps d'avancer. L'organisation que je représente aujourd'hui, l'Alliance nigérienne du secteur privé, a été développée pour développer notre coopération et pour guider les cercles d'affaires, les milieux d'affaires. Je suis aussi le président du Conseil d'affaires Russie-Nigeria et je suis sûr que Moscou peut devenir leader parmi les régions russes en ce qui concerne la coopération avec notre pays. Je remercie Soren Vardanyan, le vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Moscou, et je remercie aussi les organisateurs de cette visioconférence. Merci beaucoup. Nous avons entendu la présentation de M. Prince Kayode Adetokunbo, le président de l'Alliance nigérienne du secteur privé. Et moi, je suis aussi les messages, je suis les messages sur le chat. Et en fait, je vois des messages vraiment excellents en ce qui concerne la recherche des contre-agents ou la recherche de nouveaux contacts. Je pense que peut-être quelqu'un a déjà signé des contrats. Je pense que les personnes qui sont dans ce chat, ils ne perdent pas le temps et travaillent très activement dans ce domaine. Anna Kuzmenko, je voudrais revenir vers vous. Nous comprenons qu'il y a un soutien aux entreprises exportatrices de la part du gouvernement de la ville de Moscou, mais je pense toujours à ces 7% des exportations hors matières premières, et je voudrais citer M. Vladimir Poutine, le président russe, qui a dit, je pense que c'était le forum Russie-Afrique, il a dit que l'Afrique, c'est le continent des possibilités. Bien sûr, il parlait de l'échelle fédérale, mais pour le point de vue de Moscou, si nous parlons de l'échelle régionale, est-ce que c'est aussi un continent de possibilités? Et quelles sont ces possibilités? Et en même temps, juste encore une remarque, je pense qu'il faut toujours faire le suivi, faire le monitoring, donc de ne pas seulement parler des opportunités, des possibilités, mais il faut vraiment suivre, faire le monitoring des agents, des contrats qui sont conclus. Vous avez un programme excellent pour soutenir les exportateurs, mais quels sont d'autres moyens de soutien? Merci beaucoup, Tatiana. Vous avez posé beaucoup de questions, je vais essayer de les répondre toutes. Je me joins à notre président. L'Afrique est bien sûr un continent de possibilités et d'opportunités, et pour nous, c'est un des domaines prioritaires pour le développement des exportations hors matières premières, hors hydrocarbures. Et malgré le fait que Moscou occupe déjà aujourd'hui la première place parmi d'autres régions russes en ce qui concerne les exportations dans les pays africains, je pense que une compétition saine mène toujours en développement, et cette compétition pour occuper la première place continue. L'année passée, l'année 2020, comme j'ai déjà dit, comme Tatiana a dit, nous avons vu une croissance en ce qui concerne les exportations vers les pays africains, une croissance de 7%, et c'était une croissance pour les produits industriels ainsi que pour les produits agricoles. En chiffre absolu, c'est 2,4 milliards de dollars, ce sont les exportations mutuelles, et dans la structure de ces exportations, il y a 1,4 milliard de dollars pour les produits industriels, et pour les produits agricoles, il y a 900 millions de dollars américains. Et la part de Moscou dans les exportations hors matières premières, hors hydrocarbures vers les pays africains est de 22%. Et
la majorité des produits des fabricants moscovites étaient livrés dans de tels pays comme l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et le Maroc. Une des raisons de croissance dans le domaine des exportations hors matières premières vers la région africaine a été une demande stable pour les produits automobiles des fabricants moscovites. Par exemple, en 2020, la croissance vers l'Algérie, c'était de 2,5 fois et vers d'autres pays, nous avons aussi vu une croissance considérable. Et j'espère que ce progrès-là va être soutenu. Dans la structure internationale des livraisons vers les pays africains, c'est la production des entreprises pharmaceutiques qui occupe une place importante. Et je suis très contente qu'en 2020, parmi les top 5 acheteurs, si nous parlons des pays achetaient les produits pharmaceutiques des entreprises moscovites, c'est la Nigeria qui est maintenant parmi les top 5 des acheteurs de ces produits. La production du secteur agricole a été achetée par l'Égypte, le Soudan, le Maroc, la Tunisie. Si nous parlons des pays africains, si nous parlons des produits perspectifs qui peuvent permettre d'augmenter les volumes des exportations des entreprises moscovites dans le secteur agricole, nous parlons surtout des produits alimentaires. Je parle ici des fabricants de produits laitiers, aussi la volaille, les produits chocolatiers, ou aussi les aliments des animaux. Et bien sûr, je peux dire que les exportations de la glace, qui est très populaire, a augmenté. Et par exemple, les exportations de la glace vers Côte d'Ivoire a augmenté de 70%. Et pour la première fois, la glace des fabricants moscovites a été livrée à la République démocratique de Congo. Et j'espère que nos amis ont apprécié les qualités de notre glace moscovite parce que nous l'aimons beaucoup aussi. Je peux dire aussi que nous avons renouvelé les livraisons des produits chocolatiers parce qu'il y a eu des suspensions en 2019 et c'est aussi un très bon signe. Dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui, il est très bien que nous pouvons discuter en détail les questions qui touchent aux avantages des fabricants moscovites, qui touchent aux perspectives des exportations, qui touchent aux produits industriels et agricoles fabriqués dans la région de Moscou. Y compris, nous pouvons discuter les perspectives pour les appareils pharmaceutiques et médicaux, les produits agricoles. Ce serait organisé dans le cadre des tables rondes qui seront menées un peu plus tard. Les pays africains se développent activement, si nous parlons de l'économie. Ils s'intègrent de plus en plus dans le commerce international, leur PIB augmente, ils adoptent des réformes pour développer l'économie et cela nous donne beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'augmentation du volume de notre coopération dans tous les domaines. Le Centre de soutien et de développement des exportations Mosprom a organisé et est responsable pour cette visioconférence Moscou-Afrique, la première visioconférence Moscou-Afrique qui vise à parler des exportations.
Et c'est une belle opportunité d'avoir un dialogue ouvert avec les États africains pour définir le potentiel des entreprises industrielles moscovites et pour voir les points de contact entre nos pays. Je voudrais souligner que Mosprom, ce centre, ne coopère qu'avec des agents approuvés, avec une bonne réputation. Et cette vérification se passe en double sens. D'un côté, on vérifie les agents étrangers et d'autre part, toutes les entreprises qui s'adressent à Mosprom aussi doivent passer des vérifications pour voir si cette entreprise est prête à effectuer des exportations vers un certain marché. Lors de l'organisation des événements, le centre prend en compte les traits caractéristiques des entreprises moscovites ainsi que les traits caractéristiques des partenaires étrangers et leurs demandes de coopération. Et dans le cadre de programmes de Bayer, les experts de Mosprom aident les entreprises moscovites de trouver des agents, des partenaires, d'organiser des négociations avec des acheteurs potentiels à l'étranger et garantit la participation des entreprises russes dans des expositions internationales, par exemple. L'année passée, ce centre a organisé 20 missions d'affaires. Même malgré la pandémie de coronavirus, le centre a pu garantir la participation des industriels moscovites à une exposition industrielle dans le format informatique à distance. Plus de 130 fabricants moscovites ont pris part à plus d'1000 négociations avec les partenaires étrangers, avec les acheteurs étrangers. L'année passée, l'on a organisé une mission d'affaires en Algérie où 8 fabricants moscovites ont pris part et l'on a organisé plus de 50 négociations d'affaires qui ont déjà mené à des premiers pas pour établir la coopération. Les experts de notre centre Mosprom s'occupent de l'analyse des marchés cibles pour les fabricants moscovites. Ils analysent les rapports macroéconomiques pour ces marchés cibles. Ils analysent les risques et les barrières pour l'entrée sur le marché, l'état de l'industrie en général, son dépendance des exportations et des importations, analysent les besoins du marché des consommateurs. Et après une telle analyse universelle, les experts de Mosprom organisent une analyse individuelle pour les fabricants quand ils définissent une stratégie, une meilleure stratégie pour la sortie sur les marchés étrangers. Toutes ces mesures-là garantissent un soutien de qualité pour les fabricants moscovites et pour les partenaires étrangers. Cela garantit le fait qu'ils auront affaire avec des entreprises avec une bonne réputation. J'espère que notre plateforme, cette visioconférence Moscou-Afrique, sera un début de nouvelles négociations pour conclure d'autres contrats entre Moscou et Afrique. Merci, Madame Kuzmenko. Regardons qu'est-ce qui se passe au niveau de notre chat. Il y a beaucoup de demandes du côté africain, du côté moscovite, pour établir une coopération, pour répondre à ces demandes. Soyons un peu flexibles. On a dit, on va juste lire des questions et les commentaires. Non. D'abord, cette plateforme existera un peu plus longtemps que prévu. Alors, les représentants de la communauté d'affaires sont invités à commenter. Mosprom vient de me confirmer que toutes ces demandes seront prises en compte et que Mosprom essaiera de vous trouver un partenaire. L'essentiel, c'est de laisser des contacts, parce que certains ne laissent pas de contacts. Il faut quand même laisser vos contacts. Je vois en plus
que Monsieur Nosov a annoncé qu'il veut prendre la parole. Est-ce que vous avez cette image de main levée? Oui, oui, merci. Je voulais juste faire un petit commentaire pour développer les thèses avancées par Madame Kuzmenko. Les livraisons des véhicules vers l'Algérie, c'est une histoire unique. C'est un modèle, c'est un projet unique. L'entreprise est à Moscou et ils fournissent des châssis pour Renault parce que il s'agit de véhicules qui seront assemblés en Algérie par les usines Renault également. Il s'agit d'une place que trouvent les fabricants moscovites à fournir la carrosserie depuis une usine Renault à Moscou vers une usine Renault en Algérie. Une coopération extraordinaire. Nos entreprises sont présentes en Afrique du Sud. Transmach Holding, TMH, assemble des locomotives. Nous avons Renova participe à l'extraction des minerais de manganèse. Nous développons les bauxites en Guinée, en Sierra Leone. Il y a des projets d'extraction du minerai d'or en Burkina et en Guinée toujours. Donc nous avons un chemin à parcourir encore. Sergueï, vous avez une excellente intuition parce que je voulais justement passer à un exemple très concret, mais ce sera une excellente passerelle vers un exemple extraordinaire de coopération, notamment avec l'Afrique. Je donne la parole à Mikhail Korolev. Vous avez une excellente vidéo postée sur votre entreprise sur le site Mosprom. Vous dites que vous travaillez pour Bacor depuis 26 ans. Il y a encore un chiffre clé, 16, c'est-à-dire vous exportez vers 16 pays en ce moment. Parmi ces pays, il n'y a pas encore de pays africains. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. Oui, alors, j'ai plein de questions avant de vous donner vraiment la parole. Si l'on parle de l'Afrique, quels sont les pays que vous considérez comme des pays pour développer la coopération et quels sont les produits qui seront fournis? Parce que vous avez des briques flottantes, des éléments en céramique. J'ai bien aimé ces matériaux réfractaires. Quels sont les produits que vous voulez exporter? Est-ce que vous avez besoin d'un soutien? Est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien? Merci beaucoup de cette occasion de prendre la parole devant vous. Je tiens à remercier d'abord le gouvernement de la ville de Moscou, en la personne du département pour investissement, à Mosprom et bien sûr à la Chambre de commerce et d'industrie moscovite, organisateur de ce forum. Alors, si possible, je voudrais bien vous demander d'afficher mon diaporama. Voilà, je vais pas me tenir précisément à toutes les diapos. Je vais m'arrêter sur la carte qui est ici. Nous fournissons vers 16 pays du monde. En plus, nous avons prévu d'ouvrir 3 représentations à l'étranger, notamment au Chili, au Mexique et en Inde. Puisque nous fournissons pour l'industrie minière, pour l'industrie métallurgique, des filtres à gaz, des filtres à poussière, alors nous fournissons vers les pays où ces industries sont développées. Les représentations, justement, commerciales que nous voulons ouvrir ne seront pas juste des bureaux de vente, des bureaux commerciaux.
ce seront des représentations à plein temps, si vous voulez, qui fourniront tout l'éventail de services, qu'il s'agisse de recherche, d'essais et de services techniques, d'accompagnement technique de nos produits. Parce que nous sommes sûrs que sans des services de ce type, aucun équipement industriel ne pourra fonctionner sur aucun des marchés. Alors, si l'on revient à cette carte, si vous regardez un peu cette carte, vous verrez qu'il y a toute une région où il n'y a pas une seule image. C'est la région dont on parle aujourd'hui, c'est l'Afrique. Question tout de suite, pourquoi? Eh bien, parce que les intervenants précédents, Son Excellence Madame Tax, justement, viennent de dire que l'Afrique est riche en minerais, riche en matières premières. L'Afrique a par exemple 80% de réserves en tantal et chrome, plus de 30% pour le cobalt, le cuivre, d'autres matières. Pourquoi nous ne sommes pas présents? 4 explications possibles. Première explication, c'est que nous manquons d'informations sur ce marché. Nous ne savons pas vraiment quelles sont les spécificités de travail, de fonctionnement sur ce marché, quelles sont les exigences pour nos produits. Nous savons très peu de choses sur les traditions d'usage commercial qui existent sur ce marché. Nous ne ressentons pas vraiment le feedback, le retour de ce continent. Nous avons des demandes provenant des continents différents, mais de la part des pays africains, nous n'avons pas de demande. Troisième raison, c'est que probablement il y a comment dirais-je, une erreur très profonde, comme quoi nous ne saurons pas fournir des conditions financières compétitives, parce que l'investisseur apporte souvent des engagements à acheter dans le pays, etc. Et puis, donc, l'accompagnement financier. Et puis, il y a une idée reçue comme quoi les prix et la qualité des entreprises russes ne seront pas compétitifs. Les 2 premières causes sont bien gérables à l'aide du gouvernement de Moscou. Et cette visioconférence d'aujourd'hui est un excellent exemple d'un pas en cette direction. Nous avons eu une mission commerciale au Rwanda il y a quelques années. Nous avons commencé déjà à travailler là-dessus. Au niveau des finances, je pense qu'il n'y aura pas de gros problèmes parce qu'il existe des ressources de la communauté d'affaires. Il y a de mesures de soutien public, le Centre russe pour les exportations, RETS notamment, qui pourront remédier à ces problèmes. Par contre, le côté prix, là, je tiens à dire que en tant qu'une entreprise, je pense que d'autres entreprises vont nous rejoindre également, nous sommes prêts à faire des propositions compétitives et de rajouter des services supplémentaires. Ce ne sera pas juste le business au niveau de achat-vente, mais aussi la recherche, les essais, les services de génie, le lancement de fabrication, services de montage et bien sûr l'accompagnement technique, services techniques, notamment par le biais de création d'entrepôts avec des pièces de réchange dans les régions, etc. Comme dans d'autres régions également, nous allons former le personnel. Nous avons un centre de crise. Nous sommes les seuls peut-être au monde à avoir mis tous nos équipements en ligne. Nous assurons le monitoring 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de nos équipements et nous sommes prêts à soutenir nos partenaires. Et surtout, nous sommes prêts à considérer des versions de type localisation partielle de nos projets industriels, d'autres types de coopération.
Si je comprends bien, la thèse qui vient d'être avancée aujourd'hui, à plusieurs reprises, les produits de qualité à des prix compétitifs, voilà la base pour une coopération à long terme avec les pays partenaires potentiels. Merci beaucoup, Monsieur Korolev. Ce que vous venez de dire, c'est du gagnant-gagnant. C'est pas seulement de fournir des produits, c'est de penser ce qui sera derrière, comment couvrir tous les besoins des partenaires. Et voilà. Je vous rappelle, nous venons de parler avec Monsieur Mikhail Korolev, directeur général adjoint pour l'investissement et la technologie du groupe Bacor. Notre chat est plein de questions, de demandes. On est en train, à mon avis, aussi de signer les contrats en ligne pratiquement. Oui, oui. Écoutez, des collègues vont envoyer, et j'espère bien que Mosprom nous aidera à retrouver les contacts nécessaires. Je pense que ce groupe, ce chat vivra encore longtemps. Alors espérons que ce chat donnera lieu à de nouvelles coopérations. Alors, en parlant de notre dimension géographique, je voudrais bien donner la parole à Monsieur Ngozvana. Oui, vous êtes là, Monsieur Ngozvana. Nous allons parler pharmaceutique. Nous venons d'évoquer la pharmacie, les produits à usage médical. Alors, quelques chiffres encore. Vous aviez fait une intervention extraordinaire dans le cadre du forum il y a 1 an et demi. 260 milliards de dollars à l'horizon 2030. Tel est le marché africain de la santé. Il est sûr que ce sera l'un des marchés les plus forts au monde. En 2019, vous avez formulé les 3 problèmes essentiels de la santé publique en Afrique. C'est le mauvais accès aux médicaments, le manque de dépistage précoce et le manque de personnel médical qualifié. Lorsqu'on parle de la sécurité, c'est très important, surtout pour ce domaine-là. Et puis, du point de vue climatique, la santé présente un contexte très spécial en Afrique. Donc, des questions tout à fait standards pour vous. Comment travailler avec ces problèmes, avec ces soucis, avec ces défis? Comment est-ce que les collègues moscovites peuvent vous aider? Quels sont les points contact les plus efficaces? Et puis, comment trouver une plateforme commune pour nous rencontrer, pour parler, pour coopérer? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette occasion qui m'a été offerte de parler devant ce forum très important et très respectable. Je voudrais noter avant tout, et je pense que tout le monde le comprend bien, tout le monde comprend à quel point ce moment est important pour l'industrie pharmaceutique en Afrique. Vu ce qui se passe, croissance forte de la population, développement de l'économie, un grand nombre de défis alors se dessinent devant nous. L'Afrique a toujours été regardée dans le contexte de VIH, de paludisme, de tuberculose. Mais aujourd'hui, des maladies comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires, deviennent de plus en plus répandues. Ce ne sont pas des maladies contagieuses qui sont souvent évoquées lorsqu'on parle de l'Afrique. Souvent, l'Afrique a été fournie par la Chine, par
l'Inde au niveau des médicaments, certains pays occidentaux également, mais moins. Les pays orientaux étaient les fournisseurs principaux vers le continent africain. Nous savons bien qu'aujourd'hui, de nouveaux acteurs arrivent en Afrique et ils sont prêts à nous fournir des produits à usage médical de qualité. Malheureusement, il y a également des entreprises qui sont présentes en Afrique et qui fournissent des médicaments de qualité médiocre ou surtout, ce qui est le plus dangereux, de qualité instable, ce qui est très dangereux pour la population africaine. Il existe des modèles de coopération pharmaceutique qui n'apportent aucun profit pour le continent africain. Les entreprises ne veulent pas localiser leur fabrication en Afrique. Or, les entreprises africaines sont prêtes à coopérer. Et là, il y a plein de possibilités pour la Russie. Nous voulons créer une situation au sein de laquelle la transaction sera profitable pour tous. Il faut que les transactions soient accompagnées du transfert des technologies, l'arrivée des technologies russes en Afrique, transfert des technologies qui seront ensuite applicables en Afrique pour produire les équipements médicaux et les médicaments sur place. Or, nous avons besoin de cet équipement et de ces médicaments. Les entreprises russes peuvent choisir un partenaire qui connaît comment faire les affaires en Afrique, qui aidera les entreprises russes à trouver d'autres partenaires, à obtenir des licences nécessaires, des autorisations nécessaires, ce qui rendra l'arrivée de l'entreprise russe sur le marché africain plus facile. Ceci va créer des possibilités commerciales nouvelles pour les entreprises africaines et russes et surtout permettra de faire du bien pour la population africaine. Vous venez d'évoquer également la nécessité de former les Africains. L'Afrique a accumulé du retard dans le domaine pharmaceutique depuis très longtemps. Ceci s'expliquait par le manque de compétences, par le manque de technologie pour produire, n'est-ce pas, les médicaments. Les médicaments, c'est un produit difficile à fabriquer parce qu'il faut respecter les dosages, il faut respecter la chaîne technologique. Donc, nos entreprises pourront ainsi devenir des acteurs à part entière dans le secteur. Le monde a été frappé de Covid. Et alors, dans plusieurs pays, sur tous les continents, il faut que les produits pharmaceutiques puissent être fabriqués partout. Certains pays africains sont en manque même de paracétamol. Et ceci, d'autre part, est un éventail de possibilités pour les entreprises qui veulent venir en Afrique, qui veulent venir sur le marché africain, trouver des partenaires, élargir la gamme de produits qui sont fabriqués sur place. De plus, pour les entreprises qui sont prêtes à fabriquer leurs produits sur le marché africain, nous avons tout un éventail de privilèges et de subventions qu'ils peuvent utiliser. Malheureusement, les entreprises qui étaient actives sur le marché africain, ils ont développé des modèles unilatéraux de coopération avec nos pays et ce n'était que les exportateurs de ces produits pharmaceutiques qui gagnaient de cette coopération. Mais nous voudrions créer une coopération gagnant-gagnante. Merci beaucoup, Monsieur Ngozvana, président de l'entreprise pharmaceutique Chiara Health. Nous avons encore quelques minutes et nous avons encore 3 questions et j'espère que nous aurons le temps d'y répondre.
ce serait un peu vite. Monsieur Nosov, la première question est à vous. Dites-moi s'il vous plaît, avec quels problèmes les plus importants et avec quelles questions, auxquelles questions peuvent faire face les pays de l'Afrique centrale? Et comment est-ce qu'on peut résoudre ces questions? Merci beaucoup. En fait, bien sûr, les difficultés, si nous parlons du travail sur des marchés nouveaux, les difficultés ne manquent pas. Et dans les conditions de la pandémie, il est difficile de prendre l'avion pour aller quelque part et signer un contrat. Ce n'est pas si simple que ça. Bien sûr, il faut prendre en compte des risques financiers des partenaires et il faut préparer de manière de très haute qualité le choix de votre partenaire. Mais nous pouvons aussi soutenir nos entreprises et les exportateurs moscovites en ce qui concerne l'aide de la part des ambassades, parce que les ambassades les aident toujours. Il y a une difficulté traditionnelle liée au manque d'informations sur les possibilités de marché et sur les problèmes, les soucis auxquels peuvent faire face les entrepreneurs. Nous travaillons sur ce point avec nos collègues du ministère des Affaires étrangères. La deuxième question est peut-être aussi à vous, mes chers collègues. N'hésitez pas de répondre, n'hésitez pas de prendre part. Je pense que c'était vous qui parlez de la zone industrielle en Égypte et la question était en anglais, mais la question est la suivante. Comment est-ce que cette zone en Égypte peut aider les exportateurs russes qui sont localisés en Russie et à Moscou? Oui, je vais expliquer. Le projet de la création de la zone russe dans la région du golfe de Suez. En fait, je ne veux pas parler en détail de cette zone, de tous les paramètres techniques, etc. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site. Et cette zone a été réalisée en conformité avec la Convention intergouvernementale. Mais l'idée principale est la suivante. Notre État investit pour la création d'une structure qui est dans la région du port. Cette zone a aussi des possibilités privilégiées en ce qui concerne l'approche du gouvernement égyptien. De plus, nous sommes en train de négocier la possibilité de conclure la convention des échanges libres avec le gouvernement égyptien et cela facilitera notre sortie sur les marchés africains, facilitera le processus de création de la production localisée ou d'autres canaux de commerce et de livraison pour l'Égypte et pour d'autres pays africains. Je pense que c'est la première fois quand on me pose une telle question si directe, mais voilà, je vais quand même poser cette question. Et il est écrit que c'est une question pour le modérateur. À qui peuvent s'adresser les entreprises moscovites pour avoir le soutien de Mosprom? Si je me trompe, dites-le s'il vous plaît, mes collègues, mais je pense que si je vous dis qu'il faut aller sur le site de Mosprom, le site officiel de Mosprom, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Mais maintenant, je vais demander à mes collègues, nos assistants techniques, d'envoyer les contacts dans ce chat. Si, par exemple, il y a une personne de contact spécifique. Et si vous voulez qu'on analyse votre cas de manière plus détaillée, vous pouvez nous laisser aussi vos contacts. En fait, vous avez, il y a tant de messages, tant de contacts dans ce chat, c'est très agréable. Il y a eu encore une question, mais malheureusement, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de messages, je peux la poser juste de manière un peu plus vague, mais c'était la question liée au tourisme. Quelles sont les directions de tourisme? Oui, avant de
parler de ce sujet de tourisme, je voulais dire que voilà, vous avez posé cette question liée à Mosprom. Je pense que pour nous, ce qui est agréable dans nos relations avec Mosprom, premièrement, c'est que nos collègues savent écouter. Deuxièmement, ils nous entendent. Et troisièmement, ils travaillent de manière détaillée sur toutes les questions et tous les projets. Et les missions d'affaires que nous avons organisées ensemble visaient non pas la quantité maximale des participants, mais un choix des entreprises, et on se basait sur l'analyse commune des entreprises et des commissions. Nous voulions choisir les entreprises qui ont vraiment des perspectives sur ces marchés. Nous avons parlé de l'Algérie. Bien sûr, nous avons commencé par plus d'entreprises, mais nous avons fini avec ces 8 entreprises qui ont de vraies perspectives de présentation sur ces marchés. Et toujours, nous travaillons avec notre commission qui est responsable pour la région de l'Afrique, et on choisissait les entreprises qui ont des perspectives. Et nos collègues de Mosprom, ils ont cet équilibre des intérêts, des possibilités, avec les intérêts et les possibilités du business. C'est ma réponse à votre question précédente où on peut s'adresser, vous pouvez vous adresser à nous. Nous allons vous aider à structurer votre travail. Voilà, j'ai trouvé cette question. À l'exception de l'industrie minière et de l'industrie médicale, est-ce que les entreprises russes peuvent aider les entreprises africaines à développer le secteur touristique? J'adresserai cette question à Madame Tax. Oui, je pense que Madame Tax répondrait à cette question, mais cette question est adressée aux entreprises moscovites. Non. D'après ma compréhension, c'est une question de la part de l'Afrique. Est-ce qu'ils nous attendent là-bas? Oui, je pense qu'il faut demander à Madame Tax, est-ce qu'ils nous attendent là-bas en Afrique? J'espère que la question a été interprétée. Nous comprenons que les distances sont énormes et bien sûr, il y a des décalages en ce qui concerne le timing. Madame Tax, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez compris cette question liée au tourisme? Et si on peut montrer l'image de Madame Tax, ce serait parfait. Ou bien peut-être il y a des soucis avec la connexion. Bon, dans ce cas-là, nous allons commencer par votre réponse et nous comprenons que les distances sont énormes et la numérisation n'est pas au niveau pour l'instant, mais c'est aussi bien, je pense, que nous avons la possibilité de communiquer non pas seulement en ligne, mais hors ligne aussi, parce qu'on est un peu fatigué de ce format à distance et c'est très agréable de serrer la main et de regarder l'un l'autre dans les yeux quand on se rencontre en personne. Et dans ce domaine-là, les exportations de services touristiques et tout ce qui est lié à la communication des gens, c'est la communication vraiment en personne, parce que les gens doivent comprendre et apprendre la culture et l'histoire d'autres peuples et c'est ce qui est de plus intéressant. Et dans nos universités, nous l'expliquons aussi parce qu'ils doivent comprendre les mentalités différentes. Mais je pense que le tourisme russe, les touristes russes sont très intéressés, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de volonté d'apprendre des choses nouvelles, de dépenser de l'argent, d'avoir de nouvelles émotions et d'investir dans ce qu'on appelle le récit de ce qu'on a vu. Parce que sur nos plateformes, nous regardons et j'analyse les produits et les restaurants et d'autres choses. Quand on est inspiré de ce qu'on a vu, on peut le réaliser ici. Et nous pouvons voir l'influence du tourisme sur la restauration, par exemple. Les entreprises russes sont très intéressées à organiser des voyages, par exemple, au Kenya, où il y a des parcs inoubliables
quand on peut prendre son déjeuner, il y a des girafes qui s'inclinent vers vous. Et voilà, ce sont des émotions tout à fait différentes. Ce sont des émotions nouvelles. Et bien sûr, le continent africain a une riche histoire. On peut montrer d'où la civilisation est venue. Et les dernières études, les dernières recherches montrent que ce continent contient les racines de l'humanité. Nos entreprises sont prêtes à travailler avec les partenaires africains et les gouvernements africains. Je pense qu'ils doivent repenser les tours spécialisés pour nos touristes. On peut même tourner en film avec la participation de la chaîne NTV, par exemple, sur ce qu'on peut apprendre et sur ce qu'on peut voir si on va dans ces pays-là. Je pense que tous les business commencent par le fait qu'on aime le pays où on veut aller. Et une personne qui vient juste avec des objectifs de tourisme peut penser après que voilà, on peut travailler avec ce pays-là. Et ensuite, il va revenir non pas seulement pour se détendre, mais pour faire des affaires. Et donc, c'est la conciliation d'un tourisme bien structuré avec l'hospitalité, avec l'appréhension et la connaissance des gens, avec l'amour de nouvelles cultures. Ce sont des choses parmi les plus intéressantes. Nous pouvons vous aider si vous avez des propositions réelles qui visent nos opérateurs touristiques. Nous pouvons réellement organiser cette coopération. Cela ne touche pas directement Mosprom, cela nous touche plutôt en tant que chambre de commerce et d'industrie. Mais quand nous allons prendre les touristes de Mosprom ou leurs clients, je suis sûre qu'ils voudraient créer quelque chose là-bas. Oui, et bien sûr, il faut penser de Kilimandjaro, si nous avons commencé par parler de Tanzanie. Moi, quand j'étais sur Kilimandjaro, j'ai ressenti ces émotions inoubliables, la nature, etc. C'est magique. Et j'ai encore une thèse que je voulais prononcer pour conclure, et Madame Tax en a aussi parlé. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent le plus jeune. Et de ce point de vue, bien sûr, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ou si nous pensons à l'avenir proche, c'est très bien. Mais si nous pensons vraiment des relations à long terme avec l'Afrique, dans ce cas-là, notre approche doit être visionnaire. Ne pas penser à ce que nous pouvons donner à l'Afrique d'aujourd'hui, mais à ce que nous pouvons donner à l'Afrique de l'avenir ou même du futur. Et avec ces paroles, je voudrais conclure notre session plénière, mais il faut dire quand même que notre programme d'affaires ne s'arrête pas. Il y aura un briefing de presse avec ma collègue. Et ensuite, il y aura d'autres discussions plus professionnelles. Merci beaucoup et notre session plénière est levée. Merci beaucoup.